Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le vampire le plus célèbre de tous les temps trouve ses origines dans un épisode bien réel de l'histoire du XVe siècle. Monté sur le trône de la Valachie, le prince Vlad II combattait sous la bannière de l'Ordre du Dragon créé par le roi de Hongrie, d'où son surnom de Dracule, synonyme de dragon mais aussi de diable. Détrôné en 1442, il fut bientôt relayé par son fils Vlad III, qui hérita en toute logique du sobriquet de Dracula, autrement dit Petit Diable. Fasciné par ce personnage à la férocité légendaire, l'écrivain irlandais Abraham Stoker s'en inspira très librement pour bâtir de toutes pièces la légende du vampire Dracula, à l'occasion d'un roman publié en 1897. Stoker greffa à son récit toute la mythologie qui depuis est indissociable des histoires de suceurs de sang, notamment le château en Transylvanie, le cercueil dans lequel dort le monstre, l'ail pour le faire fuir et le pieu pour le détruire. Très vite, l'œuvre de Stoker passe à la postérité et est aussitôt adaptée au théâtre, puis au cinéma. Tout commence en 1922 avec le mythique Nosferatu de Friedrich Murnau, qui à l'époque ne parvient pas à négocier les droits d'adaptation du roman. Il change donc le nom des personnages, le comte Dracula devient le comte Orlok, mais l'histoire est la même, et le comédien Max Schreck, sous un maquillage très impressionnant, incarne un vampire franchement inquiétant. En 1931, le studio Universal adapte officiellement le roman de Bram Stoker, ou plutôt la pièce de théâtre de Hamilton Dean et John Balderston inspirée du roman. L'histoire est transposée au XXe siècle et le réalisateur Todd Browning a l'idée de génie de confier le rôle du comte vampire à Bela Lugosi. Enveloppé dans sa cape noire, les traits livides, le regard hypnotiseur, la voix précieuse au fort accent de l'Est, Lugosi est inoubliable en Dracula. En 1958, la compagnie britannique Hammer s'empare à son tour du mythe avec le cauchemar de Dracula. Terence Fisher réalise une version toute en couleur avec celui qui deviendra l'interprète le plus célèbre du vampire, Christopher Lee. La taille haute, le regard hautain, les canines acérées, c'est un Dracula bestial et séducteur qui a marqué toutes les mémoires. Christopher Lee reprendra le rôle une demi-douzaine de fois. En 1974, Dan Curtis, créateur de la série TV Dark Shadows, réalise le téléfilm Dracula et ses femmes vampires, une relecture classique et élégante du mythe avec Jack Palance, très convaincant dans le rôle de la bête. Pour la première fois, il y a une connotation romantique dans l'histoire, puisque Dracula tombe amoureux d'une femme qui semble être la réincarnation de sa bien-aimée. Cet élément, absent du roman, sera repris de nombreuses fois par la suite. La même année, changement brutal de ton avec Du sang pour Dracula de Paul Morisset, épaulé officieusement par Antonio Margheriti et produit par Andy Warhol. Udo Kier incarne un Dracula pâle et malingre qui a besoin de sang de vierge pour se nourrir. Or, les vierges sont de plus en plus dures à trouver en ces temps débauchés. Du gore, de l'érotisme, de l'humour, bref une variante originale et très impertinente. Le romantisme reprend le dessus dans le superbe Dracula réalisé en 1979 par John Badham, l'homme qui mit en scène La fièvre du samedi soir. Frank Langella trouve là le rôle de sa vie, reprenant le personnage qu'il incarnait déjà au théâtre. Un Dracula sensuel, envoûtant, qui se métamorphose en animal la nuit et affronte Laurence Olivier dans le rôle de Van Helsing. Le tout sur une musique splendide de John Williams. La même année, le cinéaste Werner Herzog décide de refaire Nosferatu en confiant le rôle du comte vampire à Klaus Kinski. Cette fois-ci, plus de problème de droit d'auteur, le monstre s'appelle donc bien Dracula, il est horrible et pathétique, comme son modèle, et se jette sur la gorge d'Isabelle Adjani. Les années 80 nous apportent le très fun Monster Squad de Fred Decker. Dracula, à la recherche d'une amulette maléfique susceptible de lui assurer la domination du monde, conclut une alliance avec le monstre de Frankenstein, une momie, un loup-garou et un homme-poisson. Bientôt, toute cette ménagerie débarque en ville et se heurte à un groupe d'adolescents spécialisés dans les monstres. Retour au classicisme avec le Dracula de Francis Ford Coppola. Alors peu connu du public, Gary Oldman incarne un Dracula impressionnant, maquillé par Greg Cannom et engoncé dans des costumes grandiloquents hérités du théâtre kabuki. Une version très stylisée, presque théâtrale, qui mêle la légende et l'histoire vraie, avec en guest star Winona Ryder, Anthony Hopkins et Keanu Reeves. Au tout début des années 2000, le cinéaste underground Elias Merridge réalise un film très étrange qui raconte le tournage du Nosferatu de 1922. John Malkovich incarne le cinéaste Murnau, Udo Kier son producteur, Cary Elwes son caméraman et Willem Dafoe est méconnaissable dans le rôle de Max Schreck, l'interprète de Nosferatu. Mais le plus étonnant dans ce film, c'est le scénario qui part du principe que Schreck était un vrai vampire. Et le pire film avec Dracula, lequel est-ce ? Beaucoup de candidats au titre et un élu de très haut niveau, j'ai nommé Dracula, ce vieux cochon. Oui, vous avez bien entendu, Dracula, ce vieux cochon. Ce n'est pas un film porno, ni une comédie, ni un film d'horreur, mais un peu tout ça à la fois. On y voit un Dracula parfaitement improbable qui surgit de son cercueil, observe les femmes qui se déshabillent à leurs fenêtres, se change de temps en temps en chauve-souris en plastique, puis hypnotise un homme qui se transforme en très beau loup-garou et le charge toutes les nuits de lui ramener des jeunes femmes. Dracula les attache, les déshabille et suce leur sang. Voilà. Je ne sais pas si c'est le pire de tous les Dracula, mais en tout cas il en tient quand même une sacrée couche. Car c'est aussi ça, filmfantastique.com, des conseils utiles pour toute la famille.